Vous est-il déjà arrivé de vous sentir perdu après une conversation sans comprendre exactement ce qui s'était passé, mais avec cette étrange sensation d'avoir été manipulé, comme si vos mots avaient été déformés, vos émotions instrumentalisées, votre réalité remise en question? Ce sentiment de confusion n'est pas un hasard. C'est une stratégie, c'est une technique, c'est la manipulation narcissique à l'œuvre. Et Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a consacré des années à étudier ces tactiques obscures que les pervers narcissiques emploient pour contrôler, dominer et détruire psychologiquement leurs victimes. Jung a fait une découverte effrayante. Les pervers narcissiques ne manipulent pas par impulsion, ils manipulent par stratégie. Chaque mot, chaque geste, chaque attaque est calculée pour atteindre votre point le plus vulnérable. Et le pire, beaucoup de victimes ne réalisent pas qu'elles sont manipulées, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que leur estime de soi soit anéantie, jusqu'à ce que leur santé mentale soit mise à mal, jusqu'à ce qu'elles soient complètement isolées et dépendantes du pervers narcissique. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 techniques de manipulation les plus couramment utilisées par les pervers narcissiques. Des techniques que Carl Jung a identifiées comme particulièrement dangereuses parce qu'elles agissent au niveau de l'inconscient. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes attaqué, jusqu'à ce que le dommage soit déjà fait. Mais la connaissance, c'est le pouvoir. Et lorsque vous apprenez à reconnaître ces techniques, vous devenez immune. Vous reprenez le contrôle. Vous vous protégez avant de continuer. Je dois vous prévenir, si vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique, qu'elle soit amoureuse, familiale ou professionnelle, cette vidéo risque d'être difficile à regarder. Parce que vous allez vous reconnaître dans plusieurs situations. Vous allez vous souvenir de conversations précises. Vous allez comprendre pourquoi vous vous êtes senti si mal sans parvenir à l'expliquer. Et ça fait mal. Mais ça libère aussi, parce que la vérité finit toujours par libérer. Jung nous a enseigné que le premier pas vers la guérison après un abus narcissique, c'est de nommer ce qui se passe, de le sortir de l'ombre et de l'amener à la lumière. Alors, c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons nommer les 5 techniques les plus destructrices que les pervers narcissiques utilisent, et nous allons apprendre à nous protéger de chacune d'entre elles. Maintenant, si vous avez déjà vécu une relation avec un pervers narcissique, si vous avez déjà été manipulé, si vous vous êtes déjà senti fou ou inadéquat à cause d'une personne toxique, sachez ceci, ce n'était pas de votre faute. Vous avez été la cible de tactiques psychologiques sophistiquées que même Jung reconnaissait comme extrêmement difficiles à détecter en temps réel. Mais maintenant, vous allez apprendre et vous ne tomberez plus jamais dans ces pièges. Première technique, le détournement cognitif. Vous faire douter de votre propre réalité. Carl Jung a été l'un des premiers psychologues à étudier comment les pervers narcissiques déforment la perception de la réalité de leurs victimes. Il appelait cela une guerre psychologique contre la raison. Aujourd'hui, nous connaissons cela sous le nom de détournement cognitif ou gaslighting, l'une des techniques les plus destructrices qui soit, car elle s'attaque à votre confiance en votre propre perception, votre mémoire et votre jugement. Le détournement cognitif fonctionne ainsi. Le pervers narcissique nie des faits que vous savez pertinemment s'être produits. Il déforme les conversations. Il invente des versions alternatives des événements. Il vous accuse d'être fou, d'être trop sensible, d'imaginer des choses, et il le fait avec tellement d'assurance, tellement de conviction, que vous commencez à douter de vous-même. Jung a découvert que cette technique est si efficace parce qu'elle attaque le fondement de votre identité, votre perception de la réalité. Si vous ne pouvez pas faire confiance à ce que vous voyez, entendez ou dont vous vous souvenez, alors qui êtes-vous? Qu'est-ce qui est vrai?
Et c'est dans cette confusion, cette crise existentielle, que le pervers narcissique prend le contrôle total. Voici des exemples concrets de détournement cognitif. Vous confrontez le pervers narcissique à propos d'une chose qu'il a dite et qui vous a blessé. Il répond « Je n'ai jamais dit ça. Tu inventes. Tu es fou. » Vous vous souvenez d'un engagement qu'il a pris, il nie « Ça ne s'est jamais produit. Tu confonds tout. Ta mémoire est nulle. » Vous exprimez ce que vous ressentez à propos de quelque chose. Il invalide votre ressenti. Tu ne ressens pas ça. Tu exagères. Tu es trop sensible. Vous remettez en question un de ses comportements. Il inverse les rôles. C'est toi qui es paranoïaque. C'est toi qui crée des problèmes. C'est moi la victime ici. Vous remarquez le schéma? Dans chaque situation, votre réalité est niée. Votre perception est invalidée. Votre santé mentale est remise en question. Et lorsque cela se produit de manière répétée, vous arrêtez de vous faire confiance. Vous commencez à accepter la version du pervers narcissique comme la vérité. Parce que si même vous doutez de votre mémoire, alors peut-être qu'il a raison. Une femme m'a raconté avoir vécu 5 ans avec un mari pervers narcissique qui pratiquait le détournement cognitif quotidiennement. Il fixait un dîner avec elle, ne se présentait pas, et disait ensuite qu'elle avait inventé le dîner. Il lui criait dessus, elle pleurait, et ensuite il disait qu'il n'avait jamais crié. Qu'elle était dramatique, il la trompait, elle trouvait des preuves, et il disait qu'elle était folle, qu'elle voyait des choses qui n'existaient pas. Après 5 ans, cette femme ne savait plus ce qui était réel. Elle remettait tout en question, sa mémoire, sa perception, sa raison. Elle pensait qu'elle avait réellement des problèmes mentaux, jusqu'à ce qu'elle découvre le détournement cognitif. Et tout a pris sens. Elle n'était pas folle. Elle était systématiquement manipulée. Jung enseignait que la défense contre le détournement cognitif, c'est de tout documenter, de tenir des registres, de noter les conversations, d'enregistrer, quand c'est possible. Parce que lorsque vous avez des preuves concrètes, le pervers narcissique ne peut pas nier la réalité. Et quand il essaie, vous avez la preuve physique de ce qui s'est réellement passé. Mais plus important encore, faites confiance à votre perception. Si vous sentez que quelque chose s'est passé, c'est que c'est probablement le cas. Si vous vous souvenez de quelque chose, c'est que c'est probablement vrai. Les pervers narcissiques comptent sur votre manque de confiance en vous. Ne leur donnez pas ce pouvoir. Maintenant, passons à la deuxième technique, qui travaille de concert avec le détournement cognitif pour détruire votre estime de soi. Deuxième technique, la dévalorisation constante, déguisée en préoccupation ou en badinage. Carl Jung a identifié que les pervers narcissiques ont besoin de se sentir supérieurs. Mais la supériorité narcissique ne vient pas de leur propre réalisation. Elle vient du fait de diminuer les autres. Ils ont donc développé une technique insidieuse. Vous dévalorisez constamment, mais en le déguisant en préoccupation, en badinage ou en franchise brutale. Cette technique est dangereuse parce qu'elle embrouille votre perception. Vous sentez la blessure, mais le pervers narcissique est en train de sourire. Vous vous sentez blessé, mais il dit qu'il vous aide. Vous voulez vous défendre, mais il dit que vous ne supportez pas une plaisanterie. C'est une attaque émotionnelle, avec un masque de bienveillance. Jung a découvert que cette dévalorisation sert à de multiples objectifs psychologiques pour le pervers narcissique. Premièrement, elle vous maintient dans un état d'insécurité. Si vous êtes constamment critiqué, si vous avez toujours l'impression de ne pas être assez bien, vous ne quitterez pas le pervers narcissique parce que qui d'autre voudrait de vous? Deuxièmement, elle alimente son ego. Chaque fois qu'il vous rabaisse, il se sent plus grand, plus intelligent, plus beau, plus capable. Troisièmement, elle vous isole. Lorsque votre estime de soi est anéantie,
Vous arrêtez de socialiser, vous arrêtez d'essayer, vous arrêtez de croire que vous méritez mieux. Voyons comment cette technique se manifeste dans la pratique. Déguisé en inquiétude, tu es sareux que tu vas porter cette tenue. Je ne voudrais pas que les gens aient une mauvaise opinion de toi. Traduction, tu es ridicule. Déguisé en plaisanterie, oh là là, tu as vraiment grossi, hein? Je plaisante, détends-toi, tu n'as pas le sens de l'humour? Traduction, tu es gros et je veux que tu le saches. Déguisé en honnêteté, je suis honnête parce que je t'aime. Personne d'autre ne te dira la vérité. Tu devrais me remercier. Traduction, je vais te critiquer et tu vas en plus me remercier. Déguisé en aide. Laisse-moi faire, tu te trompes toujours de toute façon. Traduction, tu es incompétent. Carl Jung observait que le plus cruel dans cette technique, c'est que si vous vous défendez, le pervers narcissique se transforme en victime. Comment peux-tu être aussi sensible? Je m'inquiétais juste pour toi. Je plaisantais. Tu n'acceptes pas la critique constructive, le détournement cognitif au sein de la dévalorisation. Deux techniques qui travaillent ensemble pour vous détruire. Un homme m'a raconté que sa compagne, une perverse narcissique, faisait cela constamment. Quand il cuisinait, elle disait « c'est bon, mais ma mère fait ça mieux ». Quand il soignait son apparence, elle disait « tu vas sortir comme ça, si ça te convient ». Quand il partageait une réussite, elle disait « c'est bien, mais un tel a réussi quelque chose de bien plus grand ». Après 2 ans, l'homme ne faisait plus rien sans anxiété. Il ne cuisinait plus sans craindre la critique. Il ne soignait plus son apparence sans insécurité. Il ne partageait plus ses réussites, car il savait déjà qu'elles seraient minimisées. Son estime de soi était complètement détruite. Carl Jung nous enseigne que la défense contre cette technique est d'établir des limites claires. Quand quelqu'un vous dévalorise, même de manière déguisée, vous nommez le comportement. Ce que tu viens de dire est irrespectueux. Je n'accepte pas d'être traité de cette façon. Et si la personne insiste en disant qu'elle plaisantait ou qu'elle était inquiète, vous réaffirmez. Peu importe ton intention. L'impact a été négatif. Ne recommence pas. Et si le comportement continue, vous partez parce que personne qui vous aime vraiment ne détruira systématiquement votre estime de soi. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abus. La troisième technique est encore plus subtile et dangereuse. Troisième technique, la triangulation. Utilisez des tiers pour vous contrôler et vous isoler. Carl Jung a étudié en profondeur comment les pervers narcissiques manipulent les dynamiques sociales. Et il a découvert une technique qu'il a appelée la fragmentation intentionnelle des relations. Le pervers narcissique crée délibérément des triangles où vous êtes en compétition pour l'attention, la validation ou l'amour. Aujourd'hui, nous appelons cela la triangulation. La triangulation fonctionne de la manière suivante. Le pervers narcissique introduit une troisième personne dans la relation pour créer de la jalousie, de l'insécurité ou de la compétition. Cela peut être un ex, un ami, un collègue, voire un membre de la famille, et il utilise cette troisième personne comme une arme émotionnelle contre vous. Carl Jung a découvert que la triangulation sert plusieurs objectifs psychologiques pervers. Premièrement, elle vous maintient en compétition. Si vous essayez constamment de prouver que vous êtes meilleur que la troisième personne, vous ne remettez pas en question la relation. Vous restez concentré sur le fait de gagner la compétition. Deuxièmement, elle alimente l'ego narcissique. Rien ne gonfle plus l'ego d'un pervers narcissique que d'avoir plusieurs personnes qui se disputent son attention. Troisièmement, elle vous isole. Quand le pervers narcissique vous monte contre d'autres personnes, vous cessez de leur faire confiance. Vous arrêtez de chercher du soutien, vous ne dépendez plus que de lui. Voyons des exemples concrets de triangulation. Dans une relation amoureuse, le pervers narcissique mentionne constamment son ex. Comme l'ex était beau, comme l'ex cuisinait bien, comme l'ex faisait des choses que vous ne faites pas,
Vous devenez obsédé par le fait d'essayer d'être meilleur que l'ex-fantôme. Dans la famille, la mère narcissique compare constamment ses enfants. Ton frère est déjà marié, ta sœur a déjà une carrière. Pourquoi tu n'es pas comme eux? Les frères et sœurs se disputent une approbation qui ne vient jamais. Au travail, le chef narcissique complimente un collègue devant vous. Un tel est tellement dévoué, un tel reste tard, un tel se soucie vraiment. Vous et le collègue devenez des ennemis qui se disputent des miettes de validation. Entre amis, l'ami narcissique mentionne toujours à quel point d'autres amis sont sympas, amusants, intéressants. Vous vous sentez remplaçable, vous vous battez pour prouver votre valeur. Carl Jung enseignait que la triangulation est particulièrement cruelle parce qu'elle vous isole deux fois du pervers narcissique, qui vous compare toujours défavorablement, et des autres personnes que vous en venez à considérer comme une compétition ou une menace. Une femme m'a raconté que son mari, un pervers narcissique, parlait toujours de sa collègue de travail, comme la collègue était intelligente, comme la collègue le comprenait, comme la collègue le soutenait. La femme vivait dans la peur d'être remplacée. Elle faisait tout pour rivaliser avec la collègue fantôme. Jusqu'à ce qu'elle réalise, il n'y avait pas de romance avec la collègue. La collègue n'était qu'un outil de manipulation. Son mari l'utilisait pour maintenir sa femme dans l'insécurité, en compétition et sous contrôle. Quand la femme l'a confronté, le mari a fait du détournement cognitif. « Tu es jalouse d'une collègue de travail? Tu es folle. Je ne l'aime même pas comme ça. » Et la femme a failli le croire. Elle a failli penser qu'elle était paranoïaque. Mais Carl Jung nous enseigne, faites confiance à votre perception. Si vous sentez que vous êtes manipulé par le biais de tiers, c'est probablement le cas. La défense contre la triangulation est de refuser de participer au jeu. Quand le pervers narcissique mentionne une autre personne pour vous provoquer, vous ne mordez pas à l'hameçon. Vous dites, si tu préfères être avec cette personne, tu es libre d'y aller. Je ne vais pas me battre pour toi. Et voici la vérité libératrice. Les personnes qui vous aiment vraiment ne vous mettent pas en compétition. Elles ne vous comparent pas. Elles ne provoquent pas la jalousie. Elles n'utilisent pas des tiers comme une arme. Si quelqu'un fait ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Maintenant, la quatrième technique va vous faire repenser à plusieurs conversations que vous avez déjà eues. Quatrième technique, l'inversion de la victime et de l'agresseur, Darvo. Carl Jung a été un pionnier dans l'étude de la manière dont les agresseurs se transforment en victimes pour échapper à leurs responsabilités. Des décennies plus tard, les psychologues ont créé un terme pour cette technique narcissique, Darvo, Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. Nier, attaquer, inverser la victime et l'agresseur. Cela fonctionne de la manière suivante. Vous confrontez le pervers narcissique à propos de quelque chose qu'il a fait. Au lieu de reconnaître, de s'excuser ou de dialoguer, il exécute 3 mouvements dévastateurs. Premier mouvement, il nie. Cela n'est jamais arrivé. Vous inventez, vous exagérez. Deuxième mouvement, il vous attaque. C'est vous le problème. C'est vous qui êtes fou. C'est vous qui êtes agressif. Troisième mouvement, il inverse les rôles. Il devient la victime. Vous devenez l'agresseur. Et soudain, vous vous excusez pour quelque chose qu'il a fait. Carl Jung a identifié que cette technique est l'une des plus psychologiquement destructrices parce qu'elle viole complètement la justice relationnelle. La véritable victime finit par se sentir coupable. Le véritable agresseur finit par être consolé. C'est un renversement complet de la réalité. Voyons comment le Darvo se produit dans des situations réelles. Situation 1, infidélité. Vous, j'ai trouvé des messages avec une autre personne. Tu me trompes, le pervers narcissique nie. Tu violes ma vie privée, ne me fais-tu pas confiance, c'est ça? Le pervers narcissique attaque. Tu es contrôlant, jaloux, toxique. Le pervers narcissique inverse. C'est moi, la victime ici. Tu m'accuses injustement. Comment peux-tu être aussi cruel envers moi?
Résultat, vous vous excusez d'avoir découvert sa trahison, incroyable. Situation numéro 2, l'abus verbal. Tu m'as crié dessus, tu m'as insulté. C'était de l'abus. Le pervers narcissique nie. Je n'ai pas crié. Tu exagères tout. Le pervers narcissique attaque. Tu me provoques jusqu'à ce que je perde patience. Tu sais exactement quoi dire pour me rendre fou. Le pervers narcissique inverse. C'est moi. La victime de tes provocations constantes. Tu me rends dingue, exprès. Résultat, vous vous sentez coupable d'avoir été victime d'abus verbal. Absurde. Situation numéro 3, la négligence. Tu n'es jamais là. Tu ne me donnes jamais d'attention. Je me sens seul. Le pervers narcissique nie. Je suis toujours là. C'est toi qui n'es jamais satisfait. Le pervers narcissique attaque. Tu es trop demandeur, étouffant, impossible à satisfaire. Le pervers narcissique inverse. C'est moi, la victime de ton besoin constant. Tu me draines. Résultat, vous arrêtez de demander de l'attention et acceptez les miettes. Pitoyable. Carl Jung a observé que le Darvo est si efficace parce qu'il exploite quelque chose de profond dans la psyché humaine, notre peur d'être la mauvaise personne. Quand le pervers narcissique vous accuse d'être l'agresseur, vous entrez dans une panique. Serait-ce moi? Le problème, finalement, est-ce que je suis injuste? Et dans ce doute, vous cédez, vous vous excusez, vous acceptez son récit. Un homme, appelons-le Antoine, m'a raconté que sa femme, une perverse narcissique, utilisait le Darvo constamment. Quand il se plaignait de quoi que ce soit, en 5 minutes, il s'excusait, elle lui criait dessus. De sa faute, il l'avait provoquée, elle oubliait son anniversaire, de sa faute. Il accordait trop d'importance aux dates, elle négligeait les enfants, de sa faute, il était trop exigeant envers elle. Après des années, Antoine n'arrivait plus à rien confronter, parce qu'il savait qu'il finirait par se sentir coupable. Alors il acceptait tout, silencieusement, jusqu'à ce qu'il découvre le Darvo, et il a réalisé qu'il n'était pas fou, qu'il était manipulé, systématiquement. Carl Jung nous enseigne que la défense contre le Darvo, c'est de rester focus. Quand vous confrontez un comportement spécifique, ne laissez pas le pervers narcissique dévier. Il va essayer, il va nier, attaquer, inverser. Vous répétez calmement, nous ne parlons pas de ce que j'ai fait, nous parlons de ce que vous avez fait. S'il continue à dévier, vous terminez. Je vois que tu n'es pas disposé à avoir une conversation honnête. Je me retire. Et voici la vérité crue. Si à chaque fois que vous essayez de parler d'un problème, le résultat, c'est que vous vous excusez, vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes dans un système d'abus psychologique. La 5e et dernière technique est la plus difficile à détecter parce qu'elle ressemble à de l'amour. 5e technique, le cycle de l'abus, idéalisation, dévalorisation et rejet. Carl Jung a été l'un des premiers à documenter le modèle cyclique de la relation narcissique. Il a noté que ce n'était pas de l'abus constant, c'était un cycle vicieux qui maintenait la proie captive, des moments d'amour intenses, alternant avec une cruauté dévastatrice. Aujourd'hui, nous connaissons cela comme le cycle de l'abus narcissique, idéalisation, dévalorisation et rejet. Carl Jung a découvert que ce cycle est la technique la plus puissante de contrôle parce qu'il crée un trauma bon, une liaison traumatique. La victime devient accro aux moments agréables, espérant qu'ils reviennent, tout en tolérant les mauvais moments. C'est comme une roulette russe émotionnelle, et c'est absolument dévastateur. Le cycle fonctionne en 3 phases. Phase 1, l'idéalisation, le love bombing. Au début,
le pervers narcissique, vous place sur un piédestal. Vous êtes parfait, vous êtes spécial, vous êtes son âme sœur. Il vous bombarde d'attention, d'éloges, de cadeaux, de promesses. Il vous fait sentir comme la personne la plus importante au monde. Exemple d'idéalisation. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu es parfait. Pour moi, nous allons nous marier, avoir des enfants, vivre ensemble, pour toujours. Je t'aime plus que tout. Tu me complètes. Carl Jung nous a avertis. L'idéalisation n'est pas de l'amour réel, c'est de la projection. Le pervers narcissique ne vous voit pas. Et comme vous êtes réellement, il projette sur vous ce dont il a besoin pour nourrir son ego. Et quand vous montrez inévitablement que vous êtes humain avec des faiblesses et des limites, la projection se brise. Et alors vient la seconde phase. Phase 2, la dévalorisation. Soudain, sans avertissement, le pervers narcissique change complètement. La même personne qui vous adorait, maintenant vous critique constamment, vous dévalorise, vous traite avec dédain. Vous ne parvenez à rien faire de bien, tout en vous est mauvais, et vous êtes perdu. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a changé? Exemple de dévalorisation. Tu as changé, tu n'es plus la personne que j'ai connue. Tu me déçois, constamment. J'attendais plus de toi. Tu es exactement comme mon ex, ou mon père, ma mère. Une personne que le pervers narcissique méprise. Je ne sais plus si je t'aime. Carl Jung a expliqué que la dévalorisation se produit parce que le pervers narcissique ne parvient pas à maintenir la projection idéalisée, la réalité de qui vous êtes vraiment, une personne normale, avec des défauts normaux, est intolérable pour son ego. Alors, il vous punit de ne pas être la fantaisie parfaite qu'il a créée, et la victime, désespérée, tente de récupérer l'amour de la phase 1, change de comportement, se force davantage, accepte l'abus, tout cela pour redevenir la personne parfaite du début. Phase 3, le rejet. Quand le pervers narcissique aspire tout ce dont il a besoin chez vous ou trouve une nouvelle source d'alimentation narcissique, il vous rejette, parfois brutalement, parfois silencieusement, mais toujours dévastatriquement. Le rejet peut être terminer la relation, froidement, comme si vous n'aviez jamais rien signifié, vous remplacer publiquement par une nouvelle personne, simplement disparaître, sans explication, continuer la relation, mais vous traiter comme si vous étiez invisible. Carl Jung a observé que le rejet est particulièrement traumatisant parce que la victime est encore attachée au bon moment de l'idéalisation. Elle croit toujours que la personne aimante du début était réelle. Elle espère toujours qu'elle revienne. Mais voici la vérité dévastatrice que Carl Jung a révélée. La personne aimante n'a jamais été réelle. C'était un masque, le pervers narcissique réel, et la personne de la dévalorisation et du rejet. C'était sa vérité depuis le début. Et le plus cruel, après le rejet, souvent, le pervers narcissique revient, non pas parce qu'il vous aime, mais parce qu'il a besoin d'alimentation à nouveau. Et quand vous l'acceptez, de nouveau, le cycle recommence. Idéalisation brève, dévalorisation plus rapide, rejet plus cruel, chaque cycle pire que le précédent. Une femme, que nous appellerons Sophie, m'a rapporté avoir traversé 7 cycles avec son petit ami pervers narcissique. Chaque fois qu'il revenait, il promettait qu'il avait changé, qu'il avait appris, que maintenant, ce serait différent. Et pendant quelques semaines, c'était merveilleux. Mais ensuite,
la dévalorisation recommençait. Et elle restait piégée, accro à l'amour intermittent, espérant que la version bonne de lui était la réelle, jusqu'à ce qu'elle découvre le cycle de l'abus. Et elle a compris que ce n'était pas de l'amour, que c'était de la manipulation, calculée. L'idéalisation était l'appât, la dévalorisation était le vrai narcissique, et le rejet était inévitable. Elle a brisé le cycle et ne l'a plus jamais accepté de retour. Carl Jung nous a enseigné que la seule défense contre le cycle de l'abus est de ne pas y entrer. Si quelqu'un vous idéalise trop vite, trop intensément, vous voit comme trop parfait dès le début, méfiez-vous. L'amour véritable grandit graduellement. Il vous connaît profondément, accepte vos failles, ne vous place ni sur un piédestal, ni ne vous jette à la poubelle. Et si vous êtes déjà dans le cycle, sortez. Peu importe la phase. N'attendez pas d'être rejeté. N'attendez pas que ça s'améliore. Ne croyez pas aux promesses de changement. Le cycle se répétera infiniment jusqu'à ce que vous choisissiez de partir. Protection et sagesse, ultime de Carl Jung. Alors, que faire maintenant que vous connaissez ces 5 techniques de manipulation perverse narcissique? Carl Jung a enseigné des principes fondamentaux de protection psychologique. U1. Éduquez-vous. La connaissance du narcissisme et de la manipulation est votre plus grande défense. Plus vous en savez, moins vous êtes vulnérable. 2. Faites confiance à votre perception. Si quelque chose ressemble à de la manipulation, c'est probablement le cas. Votre inconscient détecte le danger avant que votre esprit conscient ne puisse le nommer. 3. Documentez tout. Les pervers narcissiques comptent sur le fait que vous oubliez, que vous doutiez, que vous acceptiez leur version. Des registres écrits détruisent le détournement cognitif. La manipulation mentale. 4. Établissez des limites fermes. Et lorsqu'elles sont violées, appliquez des conséquences. Sans conséquences, les limites ne sont que des suggestions. 5. N'essayez pas de changer le pervers narcissique. Carl Jung était clair, le narcissisme pathologique change rarement. Votre énergie doit aller à vous protéger, pas à réparer quelqu'un qui ne veut pas être réparé. 6. Cherchez un soutien externe. Thérapie, groupe de soutien. Amis qui comprennent. Les pervers narcissiques vous isolent. Se reconnecter est essentiel. 7. Apprenez à partir. Parfois, l'amour de soi signifie quitter, abandonner ce qui vous détruit, choisir la paix plutôt que la familiarité. Carl Jung a passé des décennies à étudier l'ombre humaine et a découvert que les pervers narcissiques vivent complètement dans leur ombre, la projetant sur vous. Vous ne pouvez pas illuminer leur ombre, mais vous pouvez refuser d'être un écran de projection. Si vous avez reconnu ces 5 techniques chez quelqu'un dans votre vie, vous n'êtes pas fou, vous êtes manipulé. Et maintenant, vous avez la connaissance. La connaissance pour nommer ce qui se passe, pour valider votre perception, pour vous protéger, pour partir. La manipulation perverse narcissique est réelle, elle est calculée, elle est dévastatrice, mais elle n'est pas invincible, parce que lorsque vous comprenez le jeu, vous pouvez choisir de ne pas jouer. Vous pouvez vous choisir la paix. Carl Jung croyait que chaque personne mérite des relations où elle est vue, valorisée et aimée génuinement. Pas idéalisée pour ensuite être détruite, pas contrôlée à travers des techniques manipulatrices, pas utilisée comme source d'approvisionnement narcissique. Vous méritez l'amour réel, un amour qui ne blesse pas, un amour qui ne sème pas la confusion, un amour qui ne détruit pas. Et si ce que vous avez maintenant n'est pas ça, vous avez la permission de partir, de vous protéger, de vous choisir, parce qu'au final, la plus grande sagesse que Carl Jung nous a laissée est celle-ci. Honorez votre psyché, protégez votre santé mentale, choisissez des relations qui vous nourrissent, pas qui vous vident, et n'acceptez jamais, jamais, l'abus au nom de l'amour, parce que ça,
Ce n'est pas de l'amour, ça ne l'a jamais été, et vous avez toujours mérité mieux.